Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire portant sur l'évaluation des performances des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon le règlement plus communément appelé IVDR 2017-746. Merci à tous pour votre participation. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires chez MD 101. Et aujourd'hui, je remercie Nadine Autran qui me rejoint et qui va donc vous présenter ce thème. Nadine est consultante et impliquée dans le domaine des dispositifs de diagnostic in vitro depuis 2008 et nous fait le plaisir de faire cette présentation. Donc, ce webinaire dure 45 minutes, au-delà desquelles nous aurons 15 minutes consacrées aux questions à la fin de la présentation. Pour ce faire, vous avez une box questions et réponses en bas sur le bandeau noir de votre Zoom. Donc, vous pouvez poser des questions au décours de la présentation. Et moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les thèmes qui vont être abordés au cours de celle-ci. Donc, le périmètre de ce webinaire porte sur qui est concerné par cette évaluation des performances, qu'est-ce que l'évaluation des performances d'un DMDiv, quand elle doit être réalisée. Nadine reviendra ensuite sur le plan d'évaluation des performances, puis sur son rapport et enfin sur les erreurs à éviter pour cette activité. Et je laisse la parole à Nadine. Bonjour à tous, donc nous commençons cette visite commentée du survol des performances des DMDiv par qui est concerné. Tout d'abord, tout fabricant, personne physique ou morale qui fabrique ou remet à neuf un DMDiv ou qui fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un DMDiv et le commercialise sous son nom ou sous sa marque. Pas seulement les fabricants, mais aussi les établissements de santé qui fabriquent ou modifient un DMDiv et l'utilisent en interne. Qu'est-ce que l'évaluation des performances d'un DMDiv? L'évaluation des performances, c'est l'examen et l'analyse des données démontrant la validité scientifique, les performances analytiques et les performances cliniques d'un DMDiv, et ceci selon une procédure définie, donc précisée à l'avance et méthodologiquement fondée. La validité scientifique d'un analyte ou marqueur, c'est l'association, c'est-à-dire la corrélation de cet analyte ou marqueur à une affection clinique ou à un état physiologique. Les performances analytiques vont déterminer la capacité du DMDiv à détecter ou à mesurer correctement un analyte ou un marqueur donné. Les performances cliniques, elles, déterminent la capacité du DMDiv en évaluation à produire des résultats en corrélation avec un état physiologique ou une pathologie, ceci en fonction de la population cible et de l'utilisateur auquel le dispositif est destiné. Les données des études de performance et des recherches documentaires effectuées, plus les conclusions de l'évaluation de la validité scientifique, plus les conclusions de l'évaluation des performances analytiques et les conclusions de l'évaluation des performances cliniques vont constituer la preuve clinique. La preuve clinique va, elle, permettre de démontrer, en tenant compte de l'état de l'art dans le domaine médical qui aura été établi, que le bénéfice clinique attendu par le patient sera assuré et que le dispositif est sûr. Attention, pour les DMDiv, la notion de bénéfice clinique est différente de celle des médicaments et des DM. Ça, c'est important. Le bénéfice attendu d'un DMDiv, c'est la communication d'informations médicales précises. Ces informations que le DMDiv va fournir vont être analysées avec d'autres informations médicales, comme par exemple l'examen des symptômes cliniques du patient, ou encore d'autres informations apportées par des DM, comme par exemple une échographie, une radiographie. Donc, voilà, ça sera évalué dans un ensemble pour établir l'information communiquée aux patients.
L'évaluation des performances selon le règlement doit être approfondie et objective, c'est-à-dire que les données favorables et défavorables vont être prises en compte dans le détail. Quand faire l'évaluation des performances? Le règlement nous dit l'évaluation des performances d'un dispositif est un processus continu. C'est très important. Pour planifier et effectuer en continu et documenter l'évaluation des performances, le fabricant ou l'établissement de santé, on l'a vu tout à l'heure, si il fabrique ou modifie des DMDIV et les utilise en interne, va établir et mettre à jour un plan d'évaluation des performances qui est le cœur de l'approche de l'évaluation des performances. Donc, le plan d'évaluation des performances va préciser les caractéristiques du dispositif et les processus et les critères qui vont être appliqués pour obtenir les preuves cliniques nécessaires. Donc, tout est planifié par avance et ceci dans le détail. Abordons ensemble maintenant le plan d'évaluation des performances et son contenu. On a vu, nous allons devoir décrire les caractéristiques du dispositif. Toutes les caractéristiques telles qu'elles sont visées à l'annexe 1, chapitre 2, section 9 et chapitre 3, section 20.4.1.c, c'est pas très poétique, mais c'est de la réglementation. Toutes ces caractéristiques doivent être listées et on va préciser si elles sont non applicables, mais on va tout de même les lister, quel que soit le dispositif médical de diagnostic in vitro listé. Parmi ces caractéristiques, je ne vais pas toutes les aborder, la durée de cette visite commentée dans le survol des performances ne nous permet pas de visiter toutes les aires de ce domaine. Donc, je vais juste lister quelques caractéristiques. Le nom et la dénomination commerciale du dispositif, bien sûr. La destination du dispositif, on va préciser l'analyte détectée ou mesurée. Et pour illustrer cela, un thème de circonstances, par exemple le cas d'un dispositif qui détecterait l'ARN du virus SARS-CoV-2, sa fonction aide au diagnostic, ça c'est un exemple, les informations qu'il est prévu de fournir, alors celui-là par exemple il dirait infection ou non-infection par le virus SARS-CoV-2. On va préciser s'il est automatisé ou non, si les résultats qu'il fournit sont de type qualitatif, semi-quantitatif ou quantitatif, quel est le type d'échantillon requis. On prend l'exemple du dispositif que je cite. Là, lui, l'échantillon, c'est la salive. Et on va préciser le groupe cible de patients. Et dans ce paragraphe, on va indiquer les indications. Ici, c'est patients symptomatiques et asymptomatiques. Il peut y avoir des limitations. Donc, par exemple, limité à telle population, que les femmes, que les hommes, et il peut y avoir des contre-indications. Donc, s'il s'agit d'un diagnostic compagnon, on va préciser la dénomination commune internationale, DCI, du médicament associé au diagnostic compagnon. Parmi les caractéristiques, il y aura aussi évidemment l'utilisateur, l'exemple professionnel de santé, et bien sûr le principe de l'essai, s'il s'agit d'un essai, et les matériaux de référence certifiés ou les procédures de mesure de référence qui vont permettre la traçabilité métrologique. Ensuite, nous avons vu que le plan d'évaluation des performances, il n'y a pas que les caractéristiques, mais aussi les processus et les critères qui vont être appliqués pour obtenir les preuves cliniques. Première partie, pour ces processus et critères,
on va identifier, donc identification des exigences générales en matière de sécurité et de performance qui vont devoir être étayées par les données de validité scientifique et de performance analytique et clinique. On ira regarder dans le détail les sections 1, 8 et 9 de l'annexe 1 pour identifier à l'avance les réponses que l'on devra apporter. Ensuite, seconde partie des processus et critères du plan d'évaluation des performances, c'est l'état de l'art généralement admis. Je précise parce qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine. L'état de l'art va englober ce qui est actuellement et généralement accepté comme de bonnes pratiques en technologie et médecine. L'état de l'art ne tient pas forcément compte des solutions les plus technologiquement avancées. Ce qu'on va trouver dans des publications scientifiques qui sont à l'état de recherche, où on va avoir, ce n'est pas forcément l'état de l'art généralement accepté et pratiqué en médecine. Il y a la phase recherche et il y a la pratique médicale et ce qui est considéré comme bonne pratique technologique. Donc, dans ce paragraphe, on va fournir la référence du rapport de recherche documentaire. Ça veut dire qu'on aura fait au préalable cette recherche documentaire et ce rapport va inclure la méthode de collecte des données et les critères d'acceptation pour sélectionner ces données et ce rapport doit conclure aux informations suivantes. Quelles sont les normes qui ont été identifiées comme représentatives de l'état de l'art généralement admis, s'il y en a? Quelles sont les spécifications communes, si on en a trouvé, c'est-à-dire les spécifications communes, ce sont les documents autres que des normes qui vont rassembler les exigences techniques et ou cliniques et offrir un moyen de se conformer aux obligations légales applicables à un dispositif ou à un procédé ou à un système. Il y a aussi, on peut avoir, lorsqu'on a établi l'état de l'art de manière documentée, on peut avoir identifié des documents d'orientation, ce sont ce qu'on appelle les guidance et les guidelines, utilisation des mots anglophones, et aussi des documents sur les bonnes pratiques. Donc, c'est ainsi qu'on va établir quel est l'état de l'art généralement admis. Cet état de l'art aura été, je le redis, précisé avant de faire le plan d'évaluation des performances. Autre partie du plan d'évaluation des performances, on va préciser les paramètres que l'on utilisera pour établir le caractère acceptable du rapport bénéfice-risque. Donc, ces paramètres vont être déterminés à partir de l'état de l'art dans le domaine médical, c'est-à-dire quelle est la pratique, qu'est-ce qui se fait dans le domaine médical actuellement, et quels sont les paramètres par rapport à cet état de l'art dans le domaine médical que l'on va devoir utiliser pour démontrer le rapport bénéfice-risque et démontrer que ce rapport sera favorable pour le patient. Ensuite, on va préciser, lorsque le DMDiv est un logiciel uniquement, la liste des bases de données de référence et les autres sources de données qui seront utilisées pour arrêter une décision. Enfin, on va aborder dans la partie processus et critères prévus pour obtenir les preuves cliniques, la démonstration de la validité scientifique, donc la nature de la corrélation, puisque la démonstration, c'est la corrélation entre l'analyte ou le paramètre et un état physiologique ou une pathologie. Donc la nature de la corrélation à démontrer,
va dépendre de la fonction du dispositif. Est-ce que ce dispositif a une fonction de dépistage, de surveillance, de diagnostic, d'aide au diagnostic, de pronostic ou de prédiction, ou encore est-ce un diagnostic compagnon? Premier type de processus possible pour établir la démonstration de la validité scientifique, c'est la recherche dans la littérature scientifique ayant fait l'objet par les pairs de données en lien avec la corrélation. On va décrire la méthode de recherche des données prévues et cette méthode de recherche va inclure les critères d'acceptation. Second processus possible pour démontrer la validité scientifique, c'est la recherche de données relatives au dispositif mesurant le même analyte ou marqueur et ayant la même fonction, c'est-à-dire que c'est la recherche de données relatives à des dispositifs équivalents ou similaires. Et dans ce cas aussi, on va décrire dans le détail la méthode de recherche des données et les critères d'acceptation. Il faut à chaque fois que l'on montre que la méthode de recherche est robuste et prévue avec des critères et c'est prévu à l'avance. Autre processus possible pour établir la démonstration, ça va être la recherche d'avis ou de positions consensuelles d'experts. Et là, c'est pareil, on va aussi décrire la méthode prévue, les critères d'acceptation et les documents recherchés vont être des guides, des consensus émanant d'associations professionnelles médicales. Encore un autre processus possible pour établir la démonstration de la validité scientifique, c'est la réalisation d'études cliniques de preuves de concept et attention, ces études cliniques sont réalisées avec des prototypes du dispositif. Je précise bien, on va le voir après, qu'il y a un autre type d'études cliniques. Dans ce cas, on va fournir la référence des protocoles d'études et pour chaque protocole, un résumé de la méthode prévue qui va inclure la méthode d'analyse statistique des données et les critères d'acceptation. Donc, les protocoles d'études sont prévus en avance et on dit à l'avance comment on va faire. Enfin, dernier processus possible pour démontrer la validité scientifique, ça va être la réalisation d'études de performance clinique. Et ces études-là sont réalisées lorsque le design est figé. C'est la différence avec les études de preuve de concept. Ici, le design est figé et les études sont faites sur des lots de production, minimum 3 lots, ou sur des lots pilotes produits dans des conditions de production. Ici aussi, on va fournir la référence des protocoles d'études de performance clinique et pour chaque protocole, un résumé de la méthode prévue, incluant la méthode d'analyse statistique des données et des critères d'acceptation. On le voit, tout doit être prévu à l'avance et décrit dans le détail. Autre partie du plan d'évaluation des performances, très important, la démonstration des informations sur les performances analytiques. Les performances analytiques, elles, sont toujours démontrées par des études de performance analytique réalisées lorsque le design est figé sur des lots de production, comme je l'ai déjà dit avant, minimum 3 lots, ou sur des lots pilotes produits dans des conditions de production. Et pour chacune des informations applicables au DMDIV, on va fournir la référence du protocole d'étude, un résumé de la méthode prévue, incluant la méthode d'analyse statistique et les critères d'acceptation. Les informations à démontrer vont être la stabilité de l'échantillon lors du transport. Si c'est non applicable, on va le préciser, mais on liste l'information, le délai de stabilité entre le prélèvement et l'analyse de l'échantillon, la durée de stockage de l'échantillon, les limites de température de stockage de l'échantillon,
le nombre de cycles de congélation et décongélation possibles de l'échantillon, la sensibilité analytique, la spécificité analytique et la justesse, ou encore appelée aussi biais. En ce qui concerne la justesse, c'est applicable aussi bien aux essais quantitatifs que qualitatifs, mais uniquement lorsqu'il y a un matériau de référence certifié ou une méthode de référence certifiée est disponible. En l'absence de matériaux ou de méthodes de référence certifiées, les performances du dispositif vont devoir être comparées soit à celles d'un autre DMDiv marqué CE, donc là on le planifie et on le dit, soit à la pratique clinique standard en vigueur. Donc on explique comment on prévoit de démontrer la justesse. Autre information à démontrer pour les performances analytiques, la répétabilité des résultats, leur reproductibilité et la plage de mesure, donc aussi bien pour les systèmes linéaires que non linéaires. Et selon le système, on va devoir démontrer le seuil de détection, le seuil de quantification, la linéarité et les valeurs limites. On démontrera aussi comme information la définition de la valeur seuil, si c'est applicable, et la traçabilité métrologique des valeurs des matériaux d'étalonnage et de contrôle. En ce qui concerne, dans ce plan d'évaluation, les processus et critères appliqués, il y aura bien sûr la démonstration des performances cliniques, si c'est applicable au dispositif. Parmi les performances à démontrer, la sensibilité diagnostique, la spécificité diagnostique, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative, le rapport de vraisemblance et la valeur attendue dans les populations normales et touchées. Donc évidemment, cela va dépendre de la fonction du dispositif. Le nombre et de performances cliniques à démontrer va dépendre de cette fonction, donc de la destination générale du dispositif. Pour les processus possibles pour démontrer les performances cliniques, il y en a plusieurs et il y en a un qui est obligatoire, sauf si on peut justifier que l'un ou l'autre des deux autres processus est suffisant. Donc le premier processus, c'est la réalisation d'études des performances cliniques. Ces études sont toujours réalisées donc lorsque le design est figé, donc sur des lots de production, comme je l'ai dit, ou des lots pilotes, et chacune des performances à démontrer, pour chacune des performances à démontrer, on va là aussi fournir la référence du protocole d'étude et un résumé de la méthode prévue avec la méthode d'analyse statistique et les critères d'acceptation. Tout est planifié et décrit dans le détail. Autre processus possible pour démontrer les performances cliniques, c'est l'analyse de publications scientifiques ayant fait l'objet d'un examen par les pairs. Il s'agit des publications scientifiques qui sont relatives au DMDiv commercialisé qui fait l'objet de l'évaluation, pas les publications scientifiques des dispositifs similaires. C'est bien le DMDiv qui fait l'objet de l'évaluation. Si votre dispositif n'est pas encore commercialisé et s'il n'y a pas eu de publication relative à ce DMDiv commercialisé, vous ne pourrez pas choisir ce processus pour établir la démonstration. La méthode de recherche des publications scientifiques prévues est décrite en anglais et elle inclut les critères d'acceptation. Alors, vous allez me dire, si c'est mon DMDiv, je sais quelle publication j'ai écrite. D'autres peuvent avoir écrit des publications sur votre dispositif, par exemple en comparant votre dispositif au leur. Et vous allez devoir démontrer que vous avez recherché toutes les
vous avez identifié toutes les sources de publications scientifiques concernant votre dispositif et vous allez devoir exposer les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs en votre faveur, favorables ou défavorables. Donc dernière possibilité pour dernier processus possible pour démontrer les performances cliniques, ça va être l'analyse des données publiées des tests de diagnostic de routine. Alors ça peut notamment concerner les établissements de santé qui fabriquent ou modifient des dispositifs et il va y avoir des résultats de tests de diagnostic de routine et ces résultats peuvent avoir fait l'objet de publications et donc l'établissement va ou le fabricant, ça c'est pas limité aux établissements de santé, mais que ça soit le fabricant ou l'établissement de santé va devoir décrire la méthode de recherche des publications de ces résultats de routine, la décrire en détail et cette méthode va inclure les critères d'acceptation. Enfin, dans le avant-dernière partie du plan d'évaluation des performances, celui-ci va inclure le planning des différentes étapes de performance. Et oui, parce qu'on va bien devoir démontrer jusque dans la planification des dates de début et de fin prévisionnelles pour chaque étape. Quelles sont les étapes, toutes les étapes pour démontrer la validité scientifique qu'on a prévues. Voilà, toutes les étapes pour démontrer les performances analytiques et toutes les étapes pour démontrer les performances cliniques, date de début, date de fin. Enfin, pour terminer avec le plan d'évaluation des performances et brièvement, puisque cette visite commentée n'est pas assez longue, hein, voilà, c'est un survol, hein, ce n'est pas une plongée en profondeur. On terminera le plan d'évaluation des performances avec une description du plan de suivi après commercialisation ou SPAC, et là, on va décrire comment est-ce que l'on prévoit de faire le suivi des performances après une fois que le dispositif sera commercialisé. Et si votre dispositif est déjà commercialisé, eh bien, vous allez décrire comment vous faites en continu le suivi de ces performances. Et le règlement, en différents points, nous guide pour établir ce plan. Voilà, nous allons passer maintenant au rapport sur l'évaluation des performances et sur son contenu. Donc, dans ce rapport, on va rappeler, puisqu'on l'a déjà fait dans le plan, mais là, on va rappeler, on peut éventuellement le faire de façon plus résumée, la destination du dispositif. On va lister les affirmations concernant les performances ou la sécurité du dispositif qui est déjà sur le marché ou qui s'apprête à aller sur le marché, et la technologie sur laquelle repose le dispositif. Mais ce n'est pas tout. Il va y avoir la partie sur la validité scientifique, donc le rapport sur l'évaluation des performances inclut le rapport sur la validité scientifique. Et dans ce rapport sur la validité scientifique, il va y avoir une première partie qui va être la justification de la méthode adoptée pour démontrer la validité scientifique. Pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a choisi tel processus, tel autre et pas tel autre? Voilà. On va dire pourquoi. Ensuite, il y aura la partie résultats obtenus. Et dans cette partie, eh bien, là, on va donner la référence des rapports de recherche documentaire effectués et un résumé des résultats obtenus de cette recherche, de ces recherches documentaires. Et on va fournir la référence des rapports d'études de performance analytique, les rapports d'études de performance
cliniques si c'était le cas, ou des rapports d'études de preuve de concept si c'était le cas, et un résumé des résultats obtenus. Ensuite, le rapport sur l'évaluation des performances va inclure le rapport sur les performances analytiques. Et là aussi, comme précédemment, on va justifier la méthode adoptée pour démontrer les performances analytiques. Pourquoi on a démontré la détection et pourquoi on n'a pas démontré ça. Et si on a comme on a déjà établi un plan détaillé et justifié, et qu'on avait déjà dit que ça c'était applicable, non applicable, on va se baser sur le plan et on va repartir de là pour établir la justification. Ceci étant basé sur la destination du dispositif. Et bien sûr, on présente les résultats obtenus et dans ce cas, on fournit la référence des rapports d'études et un résumé des résultats obtenus. Enfin, le rapport sur les performances inclut le rapport sur les performances cliniques. On va aussi justifier la méthode adaptée pour démontrer les performances cliniques et on va présenter les résultats obtenus avec la référence des rapports d'études documentaires et un résumé des résultats obtenus et aussi la référence des rapports d'études cliniques et un résumé des résultats obtenus. Et une partie très importante, ça va être l'évaluation du rapport sur la validité scientifique, du rapport sur les performances analytiques et du rapport sur les performances cliniques. On l'a vu au début, hein, l'évaluation des performances, c'est examen et analyse. Donc, dans cette partie, on va faire l'examen de la documentation qui a été mentionnée dans les autres parties du rapport, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'il y a bien eu usage de normes, de guides, que le design statistique était robuste, que ça a été, qu'il y a eu à chaque fois, voilà, que la démonstration a toujours été robuste, que la méthode de recherche était robuste, qu'il y avait présence de critères d'acceptation. Donc là, on fait un examen et on dit ce que l'on a observé dans les documents. Et ensuite, on va analyser la justification des méthodes de démonstration. Parce qu'on peut être plusieurs à faire cette évaluation des performances. Et même si on est seul, eh bien, on va se faire une auto-évaluation et on va faire l'analyse de sa justification. On va démontrer par cette analyse que toutes les possibilités ont bien été exploitées. Et on va aussi analyser les résultats par rapport aux critères d'acceptation qui ont été prédéfinis. Par ailleurs, dans ce rapport sur l'évaluation des performances, il y aura toute nouvelle conclusion tirée des rapports d'évaluation du SPAC, le suivi des performances après commercialisation, puisque le rapport sur l'évaluation des performances va devoir être mis à jour, hein, tous les ans ou à d'autres, selon la classe du dispositif, selon les besoins. Donc, on va mettre à jour à partir des conclusions du rapport d'évaluation du SPAC. Et pour conclure sur le rapport d'évaluation des performances, dans la conclusion, on va expliquer en quoi la preuve clinique, donc je ne reviens pas dessus, hein, en quoi cette preuve clinique permet de démontrer, on espère que vous allez conclure sur ça, en quoi la preuve clinique permet de démontrer par rapport à l'état de l'art dans le domaine médical que le bénéfice attendu par le patient est assuré et que le dispositif est sûr. Enfin, pour terminer notre visite commentée de l'évaluation des performances, les erreurs à éviter, donc une liste non exhaustive mais issue de mon expérience, de ce que j'ai pu voir, observer. Donc, éviter de penser qu'il ne s'agit que de papier à remplir et que ça sera vite réglé. Hein, je l'ai vu.
Donc, ça peut se faire sourire hein, pour ceux qui connaissent bien le domaine, mais il y en a, oui, qui pensent ça. Et donc, ben, c'est dommage, ils prennent des risques hein, de ne pas avoir leur dispositif mis sur le marché ou retiré du marché. Autre erreur à éviter, c'est confondre études de preuve de concept et études de performance. Voilà, ben, c'est finalement assez fréquent. Repousser, autre erreur, c'est de repousser à plus tard l'analyse d'écart entre la documentation existante et la documentation requise pour être en conformité avec le nouveau règlement. Pour les dispositifs qui sont, par exemple, en auto-certification avec ben, la 98-79 et qui n'ont pas d'organisme notifié pour l'instant. Aussi repousser à plus tard les données, l'analyse d'écart entre l'existant et le requis pour l'étude des performances. Voilà, pour l'étude des performances. Donc, si ce n'est pas déjà fait, cette analyse d'écart, il faut le faire dès à présent. Fréquemment vu aussi, c'est la sous-estimation du temps humain requis pour faire ça. Et la sous-estimation et la confusion des compétences requises. C'est-à-dire penser par exemple que une seule personne va vous faire qualité, affaires réglementaires pour le DM, les DMDIV, plus un nombre incroyable de produits. Voilà, donc voilà, je disais à Sylvie que si vous rencontrez cette super personne, bien, je veux bien moi aussi qu'on me la présente, voilà, parce que en fait, c'est un travail d'équipe, hein, donc il faut le savoir. Autre erreur à éviter, ça est penser que l'effort sera ponctuel. Hein. L'évaluation des performances, on l'a vu, c'est un processus continu. Donc, ça ne va pas être, ah là là, ça va être un sale moment à passer, puis ça sera terminé. L'évaluation des performances, non. Hein, ça sera tout le temps, pendant toute la durée de vie du dispositif, tout le temps. Tout le temps, on va planifier sans arrêt, on va planifier, évaluer, planifier, rapporter, documenter. Et enfin, l'erreur serait de ne pas budgétiser dès à présent le coût de la mise en conformité de la documentation et de son maintien et les actions de cette mise en conformité et de son maintien. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à Sylvie pour les questions. Merci à tous. Je vais prendre la main pour les questions. N'hésitez pas à en poser davantage sur la boîte questions et réponses qui est en bas à droite de votre écran. La première, moi, que j'aimerais poser et qui a été remontée aussi au cours de la présentation, Nadine, est-ce que tu pourrais refaire une petite explication sur la différence entre les prototypes et les pilotes? Gros sujet. Alors, les dispositifs prototypes ne sont pas faits, ne sont pas fabriqués ou établis dans des conditions de production avec des processus qui ont été évalués, donc des processus figés. Dans les processus, que ça soit pour les lots pilotes, sont produits sur des processus de fabrication, des chaînes de fabrication qui ont été démontrées, évaluées avec du personnel qui est formé. Voilà. Tandis que pour les dispositifs de preuve de concept, toute cette partie qui prend du temps et qui coûte assez cher hein, n'est pas nécessaire. En revanche, et même pour les dispositifs de preuve de concept, je recommande, si c'est possible, d'effectuer cela avec un système
qualité certifiée ISO 13485. Ça vous évitera de perdre du temps parce qu'il vaut mieux faire les études de preuve de concept lorsque vos outils de calibration sont suivis. Donc ça, c'est la partie métrologique de l'ISO 13485 et que votre personnel a été formé et qu'on a la preuve de sa formation. Voilà, la différence entre les études de preuve de concept avec des dispositifs des dispositifs qui ne sont pas des lots pilotes. Ok, la deuxième question que j'ai porte cette fois sur la nécessité du suivi des performances après commercialisation. Oui. Est-ce que c'est obligatoire? Oui. Alors, je tentais. Oui. Je tente. Non, mais c'est une question qu'on retrouve beaucoup de la part des fabricants, que ce soit dans le dispositif de diagnostic in vitro ou dans le dispositif médical, si ça peut rassurer. Oui. Alors, ça va dépendre de la destination du dispositif. Si votre dispositif c'est un contenant pour récupérer la salive d'un patient avant de faire un test de diagnostic SARS-CoV-2, il n'a pas de performance analytique, il n'a pas de performance clinique. Donc, vous n'allez pas faire de suivi des performances. Vous allez faire un suivi post-commercialisation, ça fait partie de l'ISO 13485, mais vous n'aurez pas besoin de faire un suivi des performances. Par contre, dès que votre dispositif a des performances analytiques et ou cliniques, eh bien, il va falloir démontrer que ces performances analytiques et cliniques sont maintenues et que les résultats apportent toujours un bénéfice par rapport à l'état de l'art qui lui évolue. Donc, vous allez devoir établir en permanence l'état de l'art parce que ça change. Les pratiques, la technologie change, la technologie admise, je précise, les pratiques médicales changent. Ben, oui, il y a du progrès. Et donc, en fait, eh bien, il va falloir démontrer avec ce suivi que les performances analytiques et les performances cliniques de votre dispositif sont toujours en faveur du bénéfice du patient qui sera auquel on devra apporter l'information médicale grâce à votre dispositif. Merci Nadine. Autre question concernant l'état de l'art et la revue de bibliographie. Est-ce qu'on est obligé de passer par plusieurs comment ça s'appelle, sites de biblio ou un seul type PubMed suffit? Souvent dans le dispositif médical, je compare parce que je pense, quelqu'un qui fait comme moi, par exemple, qui travaille sur les deux domaines d'activité. On nous demande dans le dispositif médical de comparer ou en tout cas d'avoir deux sources. Oui. Alors, on n'impose pas de faire plusieurs, mais en fait, avec PubMed, avec PubMed, vous allez, admettons que là, il n'y a pas de règles imposées. Il n'y a rien imposé. Il n'y a rien d'imposé. Donc, si vous obtenez suffisamment de données avec PubMed, ça peut tout à fait se justifier. Après, imaginons qu'avec PubMed, et ça arrive, vous n'arriviez pas à identifier suffisamment de données pour établir l'état de l'art, et puis vous allez être content de pouvoir aller rechercher dans d'autres bases de données. Voilà, pour les publications scientifiques. Et quand vous voulez d'autres données que des publications scientifiques, eh bien là, il va falloir effectivement chercher d'autres sources documentaires. Alors, une question très intéressante que je dis tout de suite. Est-ce que toutes ces exigences pour les performances des dispositifs sont différentes en fonction de la classe du dispositif médical de diagnostic in vitro?
Alors, en fait, non. En fait, non. Ça ne va pas dépendre. Alors, la manière dont ça va être documenté, si votre dispositif est un dispositif de classe D, évidemment que l'organisme notifié va regarder ça beaucoup plus dans le détail, hein, c'est précisé dans le règlement, que si c'est un dispositif de classe A, c'est-à-dire que la, la méticulosité des organismes notifiés, hein, pour vérifier le rapport bénéfice-risque pour les patients va être plus importante pour les dispositifs de classe D, mais si votre dispositif est de classe A, vous devez quand même faire une évaluation des performances complète par rapport à la destination du dispositif. Évidemment, si votre dispositif n'a, selon sa destination, si votre dispositif n'a pas besoin d'avoir de performance analytique ou de performance clinique, vous n'allez pas les faire, vous ne pouvez pas les inventer, vous n'avez pas besoin de démontrer ça. Mais à partir du moment où la destination de votre dispositif nécessite de démontrer des performances analytiques ou des performances cliniques, eh bien, votre dossier sera complet. La démonstration devra être complète. Mais dans tous les cas, vous allez devoir rédiger un dossier et vous direz si les parties sont non applicables. Vous allez le justifier. Parce qu'en fait, il y a certains fabricants qui n'ont pas forcément identifié la définition, la destination du dispositif a été mal définie et donc du coup ils n'ont pas identifié toutes les performances qu'ils devaient démontrer et donc en fait c'est en planifiant que l'on va se poser les bonnes questions parce qu'on va se dire est-ce que j'ai bien défini est-ce que la destination de mon dispositif elle est bien définie et ensuite c'est là qu'on va pouvoir mieux se poser les questions pour faire les démonstrations nécessaires. Donc oui, eh bien, vous devez faire une évaluation des performances, quelle que soit la classe du dispositif. On est d'accord que c'est une évaluation des performances qui doit être effectuée selon un processus itératif, mais à quelle fréquence doit-on générer les rapports? Alors, pour les produits, les dispositifs, plutôt les dispositifs, hein, puisque j'enlève le mot produit, hein, parce que je rappelle que les dispositifs, ça concerne pas que ceux qui sont commercialisés, mais ceux aussi qui sont fabriqués ou modifiés en interne par les institutions de santé qui vont aussi faire cette évaluation des performances et avoir un dossier d'évaluation des performances. Donc, si c'est un dispositif de classe D, ça sera au minimum une fois par an et plus si nécessaire, c'est-à-dire si le rapport de SPAC, hein, le suivi après commercialisation du dispositif ou du résultat du test diagnostic de routine, hein, pour ceux qui ne sont pas commercialisés mais utilisés en interne. Si on a des retours qui permettent, qui laisseraient avoir la moindre inquiétude, eh bien, à ce moment-là, on va devoir mettre à jour le rapport d'évaluation des performances plus que tous les ans. Et pour les autres dispositifs, eh bien, ça va être au fabricant de justifier pourquoi il le fait tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. De toute manière, ça ne pourrait pas être inférieur à tous les 3 ans, puisque pour renouveler votre certificat CE, eh bien, il faut que ça couvre cette période. Donc, ça ne devra pas dépasser ces 3 ans. Merci. Je passe du tout au tout, je suis désolée, je prends les questions. Donc, pour un logiciel de type diagnostic in vitro, un exemple de logiciel d'analyse des données génétiques, oui. Quels sont les guides à appliquer pour la validation de ce type de logiciel?
Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la validation, de la vérification et de la validation C'est bien de le lire. des logiciels. Je sais pas. Moi, mon dada, c'est les biomarqueurs. Alors, on rentre plus, là, on rentre dans le détail plus de la vérification et validation de la Du logiciel. conception. Et donc, en fait, c'est d'un point de vue réglementaire, on va vérifier que les documents y sont. Mais ce n'est pas là, c'est pour ça que je disais ne pas confondre les compétences. Les personnes qui font la conception, que ça soit d'essais basés sur des biomarqueurs ou qui font la conception, design, development, vérification, validation des logiciels, ce sont des personnes qui vont être spécialisées là-dedans. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a un background conception de logiciels, qui va savoir naviguer là-dedans et qui après sera passé dans le domaine de la réglementation. Alors, par exemple, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'étais dans le domaine design and development des biomarqueurs et ensuite, je suis passée sur le versant qualité affaires réglementaires. Mais je ne suis pas devenue un ESIC en biomarqueurs, ce qui fait que je peux donner des conseils sur le design d'essais, pas tous non plus, parce qu'il y a beaucoup de types, mais sur les méthodes statistiques, les normes à utiliser pour les biomarqueurs, mais pour la partie conception, là, je ne peux pas, c'est pas Je mon vais domaine. développer un tout petit peu, je vais Voilà. y venir, je vais faire joker, je suis ton joker du jour. Donc, bien sûr, il y a la 62-304, 82-304 pour tout ce qui va être relatif à la conception, cycle de vie du logiciel, développement du logiciel qu'on peut utiliser, comme pour le dispositif médical. Après, pour les performances cliniques, il existe des outils de validation. Donc, on a par exemple pour tout ce qui va être définition des seuils, définition des sensibilités, spécificités, on peut utiliser les courbes ROC, qui permettent comme ça de définir un seuil et qui va permettre de vérifier la performance du dispositif médical du diagnostic in vitro. On a aussi l'utilisation de la sensibilité spécificité qu'on calcule à BPP, VPN qui vont intervenir exactement pour Oui. un réactif de la même façon. Et c'est vrai que ça va plus être de la validation de performance clinique et on va regarder ces indicateurs par rapport aux performances du logiciel. J'espère que ça répond à la question. Après, parce que j'ai déjà eu ce genre de questions, quoi. Et, la 62-304 va pas aider la personne à faire la conception du logiciel, quoi. Elle va être en Ouais. conformité avec mais c'est mieux de le faire dès le Voilà. démarrage de la création du dispositif médical, le diagnostic in vitro, Voilà. parce que ça évite de faire du rétro-engineering pour être en conformité avec cette norme qui est quand même assez conséquente en termes de développement et de conception logicielle. Donc, il vaut mieux l'appréhender dès le démarrage en ayant tout de suite les bonnes bases, plutôt que de revenir en arrière pour essayer de se conformer à celle-ci. Oui. C'est la même chose quand on développe les essais avec des biomarqueurs. Le mieux est tout de suite, dès la phase de faisabilité, les études de preuve de concept, c'est le mieux, c'est de s'aligner sur ce qui sera exigé de faire pour démontrer les performances analytiques et les performances cliniques, et où là, on va devoir se baser sur des normes, des guides. Voilà. Donc, si possible, je l'ai déjà conseillé, ne faites pas du bricolage de recherche trop mode académique si vous avez l'intention d'aller sur le marché, quoi. Et dès la phase de faisabilité, la phase recherche, travailler en collaboration avec l'équipe réglementaire qui vous aidera à identifier les normes et les guides à suivre pour faire le développement. Ouais, pour faire les choses dans le bon sens. Tout à fait. C'est un excellent conseil.
Eh bien, c'était là les dernières questions. Est-ce que l'Assemblée souhaite poser encore d'autres questions? Je vais faire un petit peu juge aujourd'hui. Ah oui, il y en a encore une, pardon. Dans quelle catégorie rentre une pommade barrière en milieu aquatique agressif, chloré ou salé, quelle que soit la température? L'efficacité a été démontrée in vitro. Je lis votre question maintenant que je la reçois, mais j'avoue que j'en ai absolument aucune idée. Dans quelle Alors, catégorie? Une pommade. euh, Une pommade, une une pommade. pommade. Une pommade, ce n'est pas un Du... Ouais, dispositif déjà, ouais. médical de diagnostic in vitro, parce que le dispositif médical de diagnostic in vitro, il est là pour fournir des informations sur les fluides biologiques du patient. Est-ce qu'on trouve quelle est la quantité de tel marqueur dans l'urine, dans le sang, C'est à partir d'un biospécimen. Là, on n'est voilà, pas à partir d'un il va biospécimen. Ouais. renseigner. Donc là, cette pommade barrière en milieu aquatique Elle est sur le dispositif médical, je pense. peut-être, mais peut-être, et ça c'est à démontrer en fonction de sa destination. D'usage. Quelle est la Voilà. revendication clinique? Elle est Qu'est-ce là, qu'on attend? mais elle, en tout cas, elle ne fait pas partie ça ne rentre pas dans le règlement ni dans la 98/79, la directive, puisque ce n'est pas un DMDIV. Non, là par contre, oui, je pense qu'il faudrait que vous vous orientiez. Enfin, faudrait vous orienter vers la réglementation 2017-745 Oui. ou la directive 93-42 qui est encore applicable jusqu'à fin mai 2020, de façon à voir, selon les critères de définition de ce dispositif médical, dans quelle classe de risque vous vous retrouveriez, voire même envisager tout ce qui concerne les EPI, les équipements de protection individuelle, puisqu'on parle de barrières, donc en milieu aquatique agressif. Donc s'il y a une destination à finalité médicale, ce serait la définition du règlement 2017-745 ou 93-42 CE. Sinon, regardez donc également tout ce qui concerne les définitions des équipements de protection individuelle, les EPI. Mais en tout cas, ce type de pommade barrière ne rentre pas dans la définition Non. des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. J'espère avoir répondu à votre interrogation. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions, mais de rien. Mais de rien. Merci à tous. Merci Nadine pour cette présentation qui était très claire. Merci Avec pour votre plaisir. participation. Et écoutez, on se retrouve avec plaisir. Donc, le webinaire a été enregistré, il sera disponible sur la chaîne Expert MedTech Webinar and Training. Et le prochain rendez-vous sera disponible sur notre chaîne LinkedIn. N'hésitez pas à vous y abonner. Rendez-vous Expert MedTech. Au plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.